Donc, on va attaquer effectivement de manière un peu plus précise. On va voir un peu une roadmap du financement bancaire pour voir quand est-ce qu'on peut demander du financement, de quelle manière et surtout pour quel montant sur les différents stades de maturité et sur les phases de développement de votre entreprise. Les indicateurs essentiels qui sont regardés par les banques, ça c'est un point important pour vous mettre finalement dans la peau du banquier et comprendre ce que lui va regarder. Ensuite, on fera un point sur les garanties, puisque qui dit crédit dit garantie en face, et il faut que vous compreniez les enjeux par rapport à ces garanties. On verra ensuite le discours à adopter auprès des banques, parce que les banques, ce ne sont pas des investisseurs. Et enfin, on reparlera un petit peu de tout ce qui est business plan. Lorsqu'on dit business plan, on parle prévisionnel, c'est-à-dire vos chiffres, comment les présenter, sur quels éléments appuyer. Hop, ça ne marche plus. Si. Alors, on va tout mettre d'un coup. Parfait. Là, justement, ce qu'on cherche à vous montrer sur cette frise chronologique, c'est avant tout que lorsqu'on va aller solliciter une banque pour une demande de financement, il faut qu'elle soit réfléchie par rapport au montant. En effet, en fonction de la taille de l'entreprise et de sa maturité, vous allez avoir accès à des montants de financement de plus en plus élevés. Et l'une des erreurs qu'on voit régulièrement sur une première demande de financement, c'est d'aller demander un montant qui soit trop élevé par rapport à la taille de votre entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent en création, si vous avez un besoin de 300 000 euros sur les 18 prochains mois, ce n'est pas forcément pour autant important ou du moins logique d'aller demander 300 000 euros à la banque tout de suite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une banque, elle va encore avoir besoin d'être rassurée quant à votre capacité à avancer, à structurer votre projet. Et donc, c'est pour ça que les banques en création, elles vont être capables de financer entre 10 et 100 000 euros. C'était important pour nous de vous rajouter les durées et un peu les conditions, comme ça, vous y verrez un peu plus clair. Dans tous les cas, prenez pas de notes, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, on va vous renvoyer le document, mais ça va vous permettre aussi de comprendre un peu mieux un sujet qui nous tient à cœur, qui s'appelle la stratégie de financement. C'est plutôt de se dire, OK, là aujourd'hui, ma boîte, elle n'est pas encore créée ou elle vient d'être créée, je suis pré-revenu. Combien je peux aller demander à une banque? OK, ça sera à peu près entre 10 et 100 000. La fourchette est large, mais c'est quelque chose qui va pouvoir aussi se préciser en fonction de vos besoins, parce que là, le plus important, et ce, à quel que soit au moment de votre recherche de financement, c'est d'avoir un besoin exprimable en face. Donc, ça veut dire simplement que là, dire, OK, moi, je dois financer mes premiers développements techniques. J'ai un devis pour à peu près 30 000 euros. Là, aujourd'hui, je peux aller voir une banque et lui demander ça en financement de création. Pour autant, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va être vachement important, même en création, même si ça va être le seul moment où vous allez être capable de parler à un banquier qui va être décisionnaire sur le dossier, parce qu'en gros, tous les banquiers entreprises ont des délégations sur de la créa qui se situent entre 50 et 100 000 euros en fonction des banques. Donc, ça va être là juste un sujet qui va tenir avant tout sur votre capacité à convaincre. Donc, pour moi, je pense que ça reste un des financements qui doit être accessible pour tous les projets, même innovants, mais c'est là où il va falloir réussir à montrer la logique derrière cette demande de financement. Et ce qui peut rassurer les banques, c'est justement montrer que votre projet est accompagné par d'un des acteurs de l'écosystème création ou innovation. Parce qu'une banque aujourd'hui va avoir un comportement dans sa décision de financement qui va être un comportement suiveur. Elle ne va pas vouloir justement intervenir en premier. Donc, si aujourd'hui, vos projets sont déjà accompagnés par BPI, par un incubateur, par un réseau comme le réseau Initiative ou réseau Entreprendre, ça sera aussi beaucoup plus simple pour aller solliciter une banque. Et enfin, là, pour parler de la durée de financement sur un financement création, on est entre 3 et 5 ans, donc 36 à 60 mois, sachant que dans ces 60 mois maximum, vous pouvez monter jusqu'à 12 mois de différé d'amortissement. C'est souvent le seul financement où on peut aller chercher du différé d'amortissement parce que vous avez encore que peu de revenus et d'un certain côté, ça sécurise la banque aussi de se dire, OK, ils me recommenceront à me rembourser que dans un an. Voilà. Ouais, et donc pour compléter sur ce financement en création, effectivement, les banques, elles sont quasiment toujours, on va dire, suiveuses et elles vont s'appuyer sur sur tous les indices externes qui sont positifs. C'est-à-dire le fait d'être incubé chez EM Lyon, c'est un point positif, par exemple. Effectivement, si vous avez déjà eu une petite bourse BPI ou autre, c'est un point positif. Si vous avez réussi à avoir un petit peu de love money ou autre, c'est également positif. Bref, il va falloir rassurer la banque au maximum et lui montrer que vous n'êtes pas tout seul dans ce processus de création d'entreprise.
entreprise et de lancement de votre projet. Donc, vraiment mettre en avant tous les acteurs qui vous accompagnent, encore une fois, que ce soit incubateur, accélérateur, réseau pour des prêts d'honneur, BPI, ça reste un très joli tampon, on va dire, mais effectivement, montrer au maximum que vous n'êtes pas seul, parce que la banque sait qu'un projet accompagné a quasiment 85% de chances, je crois, de passer la barre fatidique des 3 ans par rapport à une entreprise qui ne l'est pas. Donc vraiment montrer au maximum que vous n'êtes pas seul, que vous avez su vous aider, aller dans les réseaux, CCI, etc., pour faire valider votre projet finalement et rassurer la banque. Ça, c'est un point important. Et là-dessus, sur des financements création, souvent, au niveau des montants, alors ça reste un petit peu général et puis générique, hein, tout dépend de chaque projet, mais on est quand même sur des montants de financement en moyenne entre 30 et 70 000 euros. On a marqué 10, 100 000 euros parce que tout dépend des besoins, etc. Mais effectivement, on s'aperçoit que la plupart du temps, on est souvent sur des prêts qui sont autour de 50 000 euros, qui peuvent aussi être débloqués par étapes, c'est-à-dire avoir un premier prêt de 50 000 euros à la création de votre entreprise, un autre prêt 6 mois ou 12 mois plus tard, à nouveau de ce même montant-là. Il faut aussi pouvoir phaser le projet. Et c'est là également que, sur la phase d'amorçage, on va dire, lorsque finalement votre POC a été réalisé, surtout votre POC rémunéré, c'est-à-dire que vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, vous avez trouvé votre marché, vous avez déjà quelques clients. Donc ça, c'est un point très positif pour la banque, hein, le fait qu'il y ait des flux d'exploitation basés sur votre activité qui rentrent, qui ont commencé à rentrer. Il va falloir appuyer aussi sur la rentabilité, c'est-à-dire montrer à la banque finalement, dans cette phase d'amorçage, que vous pouvez avoir une rentabilité qui soit atteinte d'ici 36 mois. On dit 3 ans, pourquoi? C'est assez simple, parce que les banques, sur les comptes de résultats prévisionnels et sur leur analyse financière, elles vont se baser sur une analyse sur 3 ans maximum. Finalement, même si vous leur apportez des chiffres sur 5 ans, 7 ans, ce que font certains, et ce ne sera pas forcément regardé de cette manière-là, ils vont rester bloqués à 3 ans. Donc, effectivement, montrer qu'en année 3, la rentabilité commence à arriver. Si c'est avant, tant mieux, hein, bien entendu. Mais montrer qu'en année 3, cette rentabilité est présente, commence à arriver, c'est un point important pour la banque. Parce qu'effectivement, la rentabilité, c'est ce qui va permettre de rembourser le prêt à terme. Samia, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Toi qui as eu un refus de financement, est-ce que là, justement, dans ton BP, il y avait cette rentabilité à moins de 3 ans? On a perdu Samia. Oui, non, je suis là. Et donc, je ne sais pas si tu as entendu ma question, mais ce que je disais justement, c'était… Oui, et donc là, toi, sur ton BP, tu avais justement cette rentabilité ou c'était une rentabilité à plus long terme? Et c'est peut-être ce qui a coincé. Justement, en fait, le problème qu'on a au niveau des financements, c'est qu'on ne fait pas encore assez de chiffre d'affaires. Donc, on a déjà fait une levée de fonds, mais en fait, on ne remplit pas la case chiffre d'affaires. Donc, forcément, ça bloque un peu parce que pour eux, le milestone chiffre d'affaires n'est pas atteint. Donc, ça bloque un peu les financements. Ouais. Non, mais je comprends. Et c'est vrai que là, juste pour rebondir sur cette partie créa et amorçage, il y a un sujet qui peut être intéressant dans tous les cas pour toutes les entreprises qui vont chercher du financement en initial, c'est de le faire avant la sortie du premier bilan. On va vous considérer en création sur ce premier exercice qui peut durer au final jusqu'à 23 mois sur 2 années civiles. 2 années civiles, excusez-moi, c'était plus simple que ça. Et donc là, clairement, dans ces cas-là, la banque va se retrouver dans une situation où la décision ne va pas se baser sur des aspects, des critères que financiers. C'est là où, dès la fin de votre premier exercice et la sortie de votre liasse fiscale, les banques vont malgré tout noter votre boîte. Et c'est vrai que si à la fin du premier exercice, il n'y a pas de chiffre d'affaires ou très peu et que la société a encore une longue période avant d'atteindre cette période de revenus, ça sera plus compliqué. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour les projets qui ne sont pas encore créés ou qui vont être créés de réfléchir à cette phase de création et de la maximiser. Donc, nous, notre conseil, ça sera toujours de repousser le plus loin possible la clôture du premier bilan. Là, à aujourd'hui, fin juin 2021, vous avez capacité à clôturer votre premier bilan en décembre 2022. Donc, c'est ça qui peut être intéressant, justement, aussi pour jouer un petit peu de ce système qui, tant que vous n'avez pas de chiffres, ne pourra reposer que sur votre discours et votre capacité à convaincre.
On peut continuer sur l'accélération. L'amorçage, on a fait à peu près le tour et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et on va aller assez vite sur les 3 autres stades parce que je pense que c'est des sujets qui vous intéressent un tout petit peu moins pour l'instant, mais je pense que c'est important d'en parler. Et c'est aussi de vous rendre compte que la banque peut réellement être un partenaire de votre croissance et financer sur des montants qui deviennent de plus en plus intéressants. Là, quand je parle d'accélération, on est sur des boîtes qui sont un tout petit peu plus grosses, qui ont atteint à peu près un chiffre d'affaires de 200 000 euros avec une traction qui montre justement qu'on est sur des structures qui vont de plus en plus vite et d'avoir levé un peu de fonds. Pourquoi? Parce que dans un cas, si on doit réfléchir start-up où vous n'allez pas être rentable, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais montrer que vous avez un modèle qui est pérenne, c'est mieux. Et le fait de lever des fonds, ça ne va pas être tant juste de distribuer du capital et de montrer que vous êtes une start-up, mais c'est surtout de faire rentrer une manne de trésorerie suffisante pour vous permettre d'avancer et potentiellement d'atteindre la rentabilité. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il va falloir réfléchir à la demande de financement, surtout sur des financements qui ressemblent un petit peu à des bridges entre 2 levées de fonds. Ça va être de dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai assez de trésor pour avancer, mais si je vous demande entre 100 et 500 000 euros aujourd'hui, ça va nous permettre d'accélérer et donc potentiellement d'atteindre la rentabilité plus vite ou d'ouvrir d'autres marchés. Donc, c'est vraiment se mettre dans une position où l'argent que vous demandez, il a un rôle dynamique. Il va vous permettre d'avancer, d'accélérer et pas simplement dire OK, c'est 300 000 euros, je vous les demande parce que je viens de lever 300 000 euros et que j'ai entendu qu'on pouvait faire du levier 1 pour 1 avec une banque. Ça, si vous attaquez comme ça, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas bien, simplement parce que la banque, elle va avoir du mal à comprendre et elle va surtout se retrouver dans une situation où elle se dit bon, OK, on me demande de l'argent, mais au final, je ne sais pas trop ce que je finance. Il n'y a rien qui terrorise plus une banque que de financer quelque chose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle finance. Donc là, clairement, être dans cette dynamique où vous allez raconter une histoire, vous allez mettre en image ces besoins de financement et expliquer à quoi ça va servir, c'est quelque chose qui est essentiel dans votre capacité à convaincre une banque. Et là-dessus, pour compléter cette phase d'accélération, c'est aussi le moment où vous allez expliquer que ce soit sur les montants levés, sur de l'equity, sur du non dilutif avec de la BPI par exemple, parce qu'on sait que BPI fait aussi souvent levier suite à une levée de fonds, mais également sur le prêt bancaire, que ça va permettre d'accélérer et également d'aller chercher de la rentabilité. On revient sur cette notion de rentabilité qui est importante et qui finalement se rapproche. À chaque phase, il faut pouvoir, en guillemets, prouver que la rentabilité pour votre entreprise s'approche pour, encore une fois, rassurer la banque au maximum. Et à ce niveau-là, on peut aussi raconter différentes histoires, c'est-à-dire qu'on peut prouver finalement que la rentabilité sur la verticale produit numéro 1 ou par exemple sur le premier pays qui a été ouvert par votre entreprise va être atteinte d'ici 1 an et demi. Et bien entendu, vous allez peut-être développer d'autres produits, aller chercher d'autres pays. Donc l'entreprise au niveau global ne sera pas rentable, mais vous pouvez axer en tout cas sur le cœur métier à date qui, lui, va apporter de la rentabilité à l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est une question d'histoire que l'on raconte, mais cette notion de rentabilité, elle est importante. Et on le voit si on passe au financement que nous, on a appelé croissance. Donc là, vous avez une entreprise qui réalise souvent un peu plus d'1 million d'euros de revenus. On va dire que c'est le seuil psychologique au niveau, on va dire, entrepreneurial et bancaire qui permet de se dire, OK, aujourd'hui, finalement, on n'est plus tellement sur une start-up, on est plus sur un fonctionnement TPE, avec toujours une forte croissance, une traction, des exercices qui ont été clôturés auparavant, donc on a des liasses fiscales, on rentre finalement de plus en plus dans une logique TPE-PME. Et à ce niveau-là, il faut que cette rentabilité, alors soit elle a déjà été atteinte sur les derniers exercices clôturés, soit finalement elle sera atteinte sur l'exercice en cours. Et c'est à ce moment-là qu'on peut également aller chercher donc, des montants de financement qui peuvent arriver jusqu'à des seuils qui sont assez importants, 500 000, 1 million d'euros, 800 000 euros. Bref, vous allez pouvoir vraiment faire levier sur de la dette bancaire pour financer votre croissance, mais votre croissance qui est rentable. Là, en gros, vous pouvez le prouver. Et généralement, effectivement, à ce niveau-là, on s'appuie aussi sur les fonds propres, on y reviendra plus tard, mais avoir réalisé une série A, en tout cas une levée de fonds assez importante, ça aide beaucoup pour aller faire levier au niveau de la dette bancaire. Et lorsqu'on dit dette bancaire, c'est bien entendu dette avec les banques traditionnelles, mais on a aussi la BPI, toujours, qui peut être présente pour de la dette. Et enfin, sur la phase de consolidation, donc là, on va faire très rapide. Finalement, on est sur une logique TPE-PME parce que votre entreprise, elle a grossi, elle réalise un niveau de chiffre d'affaires qui devient quand même assez conséquent, hein, on va dire aller plus de 3, 4, 5 millions d'euros. Vous avez une équipe qui est en place, vous avez un produit qui est en place, du chiffre d'affaires qui rentre. Donc, finalement, vous allez être vu non plus comme une start-up,
mais comme une PME dynamique, on va dire. Et à ce moment-là, vous pouvez finalement faire financer plus des projets, c'est-à-dire que si vous voulez vous lancer sur un nouveau marché, développer un nouveau produit, structurer aussi votre équipe, etc. Là, la banque va vraiment raisonner par projet. Vous lui présentez un plan de financement qui est adapté pour tel ou tel projet pour continuer votre croissance. Et c'est à ce moment-là que la banque va pouvoir financer sur une logique toujours de rentabilité. Donc ça, on y reviendra plus tard. Ça reste quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est qu'une fois que vous êtes rentable et que vous avez finalement 4, 5 années d'expérience et plus, la banque peut vraiment être un vrai partenaire de financement pour la suite. Voilà, je sais pas, Joshua, si tu veux compléter. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai qu'on va peut-être un peu vite et là, n'hésitez pas. Nous, tout l'objectif, c'est vraiment d'avoir un échange avec vous et que ça soit dynamique. Donc, si vous avez des questions ou des informations à partager, c'est avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Là-dessus, tout est clair pour l'instant? Ouais. Oui, juste un commentaire et une question. Vas-y, En vas-y. fait, un élément clé, notamment sur le départ, c'est d'obtenir la bénédiction de la BPI, grosso modo. Alors, c'est Ça a l'un l'air des- d'être un levier assez puissant quand même. La BPI aujourd'hui va être un catalyseur d'innovation, on va dire ça comme ça. À partir du moment où vous avez BPI, ça va justement prouver que vous êtes sur un modèle un petit peu innovant et donc permettre justement pour les banques de vous regarder comme une start-up. Parce que ça aussi, ça va être un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on parle du financement bancaire de l'innovation, mais le financement bancaire de la création est au final très proche, mais ont des différences quand même. À partir du moment où vous allez être vu comme une boîte innovante, ça va être plus simple pour une banque de vous financer en trésorerie de façon un peu bizarre. Ça va être aussi plus simple de vous financer même si vous n'êtes pas rentable. Et ils auront une vision au final qui sera peut-être un petit peu plus bienveillante à partir du moment où ils ont cette capacité à être à l'aise avec le caractère innovant de votre projet. Donc, et peut-être que vous en avez entendu parler, mais même par rapport au PGE l'année dernière, il y avait 2 poids, 2 mesures en fonction de si la boîte était considérée comme classique ou innovante. Donc, c'est évident aujourd'hui que BPI va être l'un des premiers moyens de montrer que votre structure et votre projet sont innovants. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait Voilà. d'autres questions? Oui, pardon. Allez, on Après, on attaque. peut prendre Non, aussi non, les bon, questions à la fin. Ouais. on y reviendra au pire s'il n'y a aucun problème. De toute façon, on est là pour passer la matinée ensemble, d'après ce que j'ai compris. Ok, top. Xavier, tu veux attaquer là-dessus? Non, je vais le faire moi. Allez, comme ça, comme tu viens de finir. Les indicateurs bancaires essentiels. Bon, on parle à des mecs de l'EM, donc on sait très bien que normalement, vous connaissez bien tout ça, mais je pense que ça reste important d'y revenir un petit peu parce que ces 6 points-là vont être quand même excessivement interconnectés et parfois, on le sait, surtout des entrepreneurs qui commencent dans une nouvelle activité, ils finissent un petit peu par mélanger tous ces sujets simplement parce que vous avez énormément de choses à gérer. Donc là, tout l'objectif, c'était de reprendre un petit moment pour discuter de tout ça tous ensemble et justement peut-être d'éclaircir certains sujets. Je pense potentiellement à la dernière ligne, surtout le BFR qui parfois est un petit peu difficile à réexpliquer. Donc là, l'important déjà, et pourquoi on a mis chiffre d'affaires et résultat net sur la première ligne, c'est parce que sur toute l'analyse bancaire aujourd'hui, chiffre d'affaires et résultat net, ça va être en gros l'alpha et l'oméga de l'analyse financière. Pourquoi? Parce que chiffre d'affaires va permettre de définir si on vous regarde, si vous êtes géré en agence de quartier, en agence un peu plus grosse ou alors en centre d'affaires, et donc forcément parler avec des interlocuteurs de niveaux différents et ayant des capacités de financement différentes. Et le résultat net, forcément, parce que votre résultat net, il va définir d'une certaine façon une bonne partie de votre capacité d'endettement. Donc, c'est ça qui va être aussi vachement important pour vous, ça va être d'avoir une vision, du moins une visibilité sur quelle est l'histoire que vous allez raconter. Parce que même dans la façon dont vous allez rédiger le business plan que vous allez fournir à vos futurs banquiers, ça va être assez important de montrer que vous y voyez clair. Ce que je veux dire par là, c'est que une progression de chiffre d'affaires trop importante, vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires la première année, 1 million la deuxième et 10 millions la troisième. Objectivement, ça risque d'être compliqué d'expliquer ça à une banque. Pourquoi? Parce que ça reste encore une fois un modèle d'analyse qui est prudent et en toute transparence, même si on travaille dans l'innovation depuis longtemps, c'est des business models qu'on a, du moins c'est des BP qu'on a très, très, très rarement vu se réaliser. Donc, c'est là où potentiellement, ça peut être intéressant de le faire à l'inverse. Nous, quand on accompagne des entreprises dans leur recherche de financement, on part plutôt d'un cas dégradé. Donc, avec une croissance de chiffre d'affaires qui peut être importante, qui peut dépasser les 100% par an, mais une croissance de chiffre d'affaires qui va être dégradée par rapport au
modèle initial du client pour une raison simple, c'est qu'on reste convaincu aujourd'hui que ces business plans se doivent d'être travaillés de façon un peu plus prudente, simplement pour correspondre à la réalité. Ça, c'est quelque chose qui va être essentiel aussi, parce que si aujourd'hui, vous êtes dans une croissance de chiffre d'affaires qui est en décalage avec ce que vous avez mis dans votre BP, vu que la décision de financement, elle va être liée à votre business plan, ça va être vachement important d'avoir des chiffres qui soient raccords avec ce que vous avez fait. Donc, pour prendre un exemple, si vous avez prévu de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année et que là, à fin juin, vous êtes encore à zéro, il va falloir quand même réussir à expliciter ça. Résultat net, même façon. Résultat net, ça va être lié avec celui du dessous, les fonds propres, parce qu'en effet, en fonction du résultat net que vous allez faire, si vous perdez de l'argent, ça va avoir un impact direct sur vos fonds propres et il va falloir faire attention à ça parce que les fonds propres de l'entreprise vont aussi décider de votre capacité à être financé ou pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, BPI et les banques vont respecter un ratio qu'on appelle le ratio de l'entreprise en difficulté, comme défini par les textes européens. Ce ratio estime qu'une entreprise qui a des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social plus prime d'émission. Donc, en gros, si vous avez 10 000 euros de capital et 90 000 euros de prime d'émission, ça vous fait 100 000 euros de capital total. Donc, la moitié de tout ça, si vous avez des fonds propres inférieurs à 50 000 euros, dans ce cas-là, vous allez être considéré comme une entreprise en difficulté et ni la BPI ni les banques voudront vous prêter l'argent. Donc, il va falloir aussi, pour vous, faire attention et avoir cette capacité à anticiper ces sujets fonds propres et donc en lien avec votre chiffre d'affaires et votre résultat net. Xavier, tu veux continuer? Oui, et en gros, ces 6 indicateurs qu'on a notés ici, ce sont vraiment les 6 indicateurs qui sont regardés par les banques pour prendre leurs décisions. Donc, effectivement, alors on ne va pas revenir sur ceux dont tu as déjà parlé, Joshua. Le point mort ou break-even, c'est donc la rentabilité. Donc, ça va avec l'EBE et la CAF. En gros, c'est de pouvoir montrer comment est-ce que vous allez atteindre cette rentabilité. Toujours pareil, mettre du sens dans les chiffres, expliquer au maximum pour le banquier comprenne bien votre business model. Comment est-ce que vous allez injecter 2 pour aller créer 3, finalement, créer à chaque fois de la rentabilité à terme, qui va permettre de dégager le BE ou de l'EBE de la CAF. Donc, en gros, c'est la capacité d'autofinancement qui va être destinée à rembourser l'emprunt que vous fait la banque. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels il faut appuyer. En gros, il faut se mettre à parler langage banquier, on va dire. Et point également important, c'est le BFR, donc le besoin en fonds de roulement. Ça, c'est tout simplement une notion assez simple sur la trésorerie, c'est-à-dire que c'est donc le décalage entre les encaissements et les décaissements. Suivant le business que vous avez, vous pouvez donc payer des fournisseurs ou autres en amont et être payé, vous, par vos clients, peut-être que 60 jours, 90 jours après. Dans ces cas-là, vous avez donc un décalage de trésorerie qu'il va falloir financer. Et ça, il faut absolument l'avoir anticipé si c'est le cas pour ne pas que le banquier lui-même mette le doigt dessus et en gros rentrer dans une discussion qui devient un petit peu plus compliquée. Donc vraiment anticiper au maximum tous ces points-là. Le BFR, en gros, ça a trait à la trésorerie. C'est tout simplement pouvoir prouver à votre banquier que vous avez anticipé vos besoins de trésorerie, que vous savez qu'en gros, à 12-18 mois, vous avez une vraie visibilité sur ces montants de trésorerie, notamment aussi avec le prêt bancaire. Vous pouvez bien entendu inclure le prêt bancaire que vous sollicitez, mais ce sera un point important donc, de pouvoir toujours anticiper et parler le même langage que le banquier, parce que ces 6 indicateurs qui sont interconnectés, bien entendu, sont très importants et seront regardés par les décideurs sur votre dossier. Ouais. Justement, pour utiliser des exemples, là, je pense à Benjamin, Pierre et à Thomas. Vous, par rapport à ces sujets de BFR, c'est des sujets que vous avez déjà travaillé. Vous avez réussi à valoriser vos BFR et à les intégrer dans votre business plan ou pas encore? Alors, en ce qui ne nous concerne pas du tout, pour vous donner un petit peu l'état dans lequel nous, on est avec Pierre, en fait, on est en train d'ouvrir notre compte bancaire. Donc, on n'est pas du tout encore dans ces sujets de financement. Et c'est vrai que là, j'en ai pas encore parlé, mais parce que nous, on est sur un sujet un petit peu particulier. En fait, on cherchait déjà une banque qui était en accord avec nos valeurs d'entreprise et qui pourrait potentiellement nous accompagner. Donc là, on est en train d'ouvrir un compte au Crédit Coopératif qui a accepté de nous recevoir. Et ce n'était pas facile. En fait, j'ai dû un peu les convaincre parce que eux, sur la joaillerie, n'étaient pas du tout emballés. Et en fait, c'est parce que nous, on a un projet de se transformer en entreprise sociale et solidaire, qu'il y a toute une partie éco-responsabilité qui est derrière ça. Donc, ils ont accepté de nous accompagner. Mais pour l'instant, ils attendent déjà de voir un petit peu comment vont se passer les 6 premiers mois une fois qu'on aura ouvert notre capital pour
commencer à parler financement avec nous et voir ce qu'on peut faire. Donc, on n'en est pas du tout à ce sujet-là, effectivement, de ces indicateurs. Enfin, aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé avec eux parce qu'ils attendent de voir là, sur les 6 premiers mois comment ça se passe. Enfin, après, ma question finale, elle est au-delà même de la banque, hein, mais c'est vrai que ça va être des sujets qui vont être importants dans la façon dont vous allez structurer vos prévisions financières parce que le BFR va avoir un impact fort sur votre trésorerie. En fait, Top. oui, le prévisionnel. On a déjà nous terminé un prévisionnel sur 5 ans, justement pour voir quels peuvent être au moins pour la première année nos besoins. Ensuite, en phase d'amorçage, on commence avec une partie de fonds propres et ensuite de la love money. Ensuite, on a un business model qu'on a voulu le plus sécurisé possible et le plus léger possible. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a aucun stock. On produit que à la commande, donc les matières premières ne sont commandées que à la commande. Et comme on commence évidemment avec de la vente en ligne, c'est un paiement d'avance. Donc de ce côté-là, nous, on fait sauter un peu tous les verrous et on est relativement safe de ce côté-là, qui fait qu'on va avoir besoin de peu d'avance de trésorerie. Le reste, vraiment, les fonds qu'on va développer, et là, on a déjà eu des précommandes, vont vraiment servir à développer le site Internet et dans l'univers, en tout cas, dans lequel nous sommes, la communication, qui est l'élément clé. Donc, voilà. Top, top. Est-ce que vous aviez des questions sur ces 6 sujets? Je suppose que vous êtes à peu près à l'aise, mais peut-être qu'il y a besoin qu'on aille un peu plus loin. Enfin, aucun souci avec les sujets de finance, enfin, avec les sujets des indicateurs bancaires essentiels? Moi, j'ai une question sur ce que tu disais tout à l'heure, Joshua, sur les primes d'émission. Est-ce que tu peux… alors, peut-être que tu l'as défini, je suis désolé, parce qu'à un moment donné, j'ai dû déposer ma fille chez la voisine à côté, donc peut-être que j'ai loupé. Mais primes d'émission, je ne maîtrise pas. Ok, non, mais ça c'est intéressant justement parce que là, ça reboucle exactement ce qu'on était en train de parler avec Benjamin et Pierre, c'est que les primes d'émission, elles sont liées avec une levée de fonds. En gros, la prime d'émission, ça va être un mécanisme qui permet de ne pas surdiluer le fondateur d'une entreprise. Si on doit prendre un exemple simple, vous créez une boîte avec 1 000 euros de capital, 500 de cofondateurs. Si quelqu'un rentre et dit « Ok, je mets 100 000 euros dans la boîte aujourd'hui », 100 000 euros dans la boîte, ça ne va pas être 100 000 euros de capital social. Ça va être une petite partie. Si par exemple, vous négociez avec lui et dites « Ok, tu prends 10% de la boîte », donc 10% de la boîte, ça représente 100 euros de capital. Mais à ces 100 euros de capital doivent s'ajouter les 99 900 euros de levée de fonds. Pourquoi ? Et donc, comment ils vont se positionner ? Ils vont se positionner en prime d'émission qui vont venir en dessous du capital dans l'alias fiscal. Donc, en gros, ce mécanisme comptable permet à quelqu'un qui arrive avec une grosse somme d'argent de ne pas vous prendre tout votre capital, mais de trouver sa place avec une toute petite portion de capital et énormément de primes d'émission qui vont venir justement équilibrer. Ok. Voilà. Et après, pour répondre à ta question sur le BFR, moi, j'ai un modèle qui est hyper consommateur de BFR parce que moi, j'achète à des vignerons du vin en vrac. Donc, j'ai un modèle qui est consommateur de cash. Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai fait un BP quand j'ai démarré vraiment la phase d'idéation en 2020, quand j'ai posé les statuts en septembre 2020. Et depuis que j'ai fait ce BP-là, je n'ai jamais pu regarder mon BP. Et en fait, ce que je pilote maintenant de façon hyper fine et tous les mois ou mois et demi, c'est le cash flow. Ça, pour le coup, je le pilote, mais le BP, en fait, je l'ai un peu abandonné. Et effectivement, c'est complètement ces 6 indicateurs-là que je commence à regarder, notamment le point mort, où je fais 12 hypothèses pour comprendre où se situe vraiment le point mort. Et après, sur l'EBE et la capacité d'autofinancement, j'ai un peu moins travaillé ces notions-là, mais sinon, c'est vrai que c'est exactement sur ces 4-5 points-là que tu décris que moi, je suis en focus permanent, quoi. Top. Bah, écoute, c'est le plus important. Et c'est vrai que là, on parle de BP, mais avant tout, ça doit être un outil de pilotage ou du moins de suivi parce que c'est impossible de prendre des décisions en tant qu'entrepreneur si vous n'avez pas une vision sur vos cash flows. C'est le plus important. Aujourd'hui, un entrepreneur qui va éviter des écueils, c'est quelqu'un qui a une vision de sa trésorerie à 6 ou à 12 mois, histoire que justement, il puisse prendre des décisions d'investissement ou justement de retarder des investissements en fonction de ce qu'il a anticipé. Moi, je vous propose qu'on continue. Je pense que là, c'était à peu près clair. Évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on y reviendra. Et je pense que là, Xavier va intervenir sur les garanties bancaires. Je pense que ça reste un sujet qui est important pour vous parce que c'est l'une des premières questions qu'on a avec tous les prospects qui nous sollicitent.
Yes, parce que qui dit crédit, effectivement, à tout stade d'ailleurs de maturité qu'on a vu auparavant, là, sur la frise de la roadmap du financement, donc qui dit crédit dit garantie. Puisqu'une banque, son principal intérêt, c'est donc de pouvoir sécuriser son financement au maximum, d'être remboursé, bien entendu, par l'entreprise, mais en cas de défaillance, de pouvoir retrouver une partie de son argent qu'elle a prêté. Donc effectivement, ça c'est une question qu'on a beaucoup, ce sont les garanties personnelles, donc les fameuses cautions, les cautions personnes physiques qui sont demandées souvent par les banques. Alors on note effectivement importantes mais pas automatiques. Alors notamment, il faut avoir en tête que les cautions seront souvent demandées sur les prêts initiaux, sur les prêts création, amorçage, et de moins en moins au fur et à mesure de la société, parce que finalement, plus la société va grandir, sera capitalisée, aura du chiffre, plus la banque sera rassurée et ne demandera pas une caution personnelle. Toutefois, sur la partie donc, création amorçage, ce sont des sujets que les banques aiment bien mettre sur la table. Mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas forcément automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres types d'organismes et de garanties qui peuvent être apportés pour éviter de vous donner une caution en tant qu'entrepreneur. Alors, je saute à la ligne 3 tout de suite, mais notamment, toutes les banques ont accès à des notions de contre-garantie avec des organismes comme la BPI ou comme le FEI. Le FEI, c'est le Fonds européen d'investissement. Donc, toutes les banques peuvent solliciter la BPI pour contre-garantir un prêt entre 50% et jusqu'à 70% de la quotité du montant du prêt. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la banque, elle est couverte à hauteur de, on va dire, 70%, par exemple, sur un prêt création. Elle va vouloir se couvrir sur les 30% restants. Et c'est même autre chose que uniquement la banque, c'est que BPI, lorsqu'elle apporte une contre-garantie sur un prêt, va obliger la banque à prendre une autre garantie. C'est-à-dire que BPI aujourd'hui ne veut plus être seule garante d'un prêt entreprise. Donc, dans ces cas-là, la banque assez automatiquement va aller vous demander une caution. Mais il y a d'autres approches finalement qui peuvent être proposées par vos soins, notamment tout ce qui est nantissement. C'est ce qu'on a noté au-dessus. Donc, on a du nantissement de fonds de commerce ou du nantissement de marque, par exemple, qui peuvent être proposés en complément d'une garantie BPI pour éviter qu'une caution personnelle soit prise. Alors, vous allez me dire, fonds de commerce, généralement, ça s'applique plus à des entreprises, on va dire, traditionnelles, type boulangerie, boucherie, magasin de vêtements, restaurant, etc., qui ont pignon sur rue. Mais là, depuis 2-3 ans, on a une nouvelle approche qui s'est démocratisée, on va dire, dans les banques et que maintenant toutes quasiment appliquent. C'est le nantissement de fonds de commerce numériques. C'est-à-dire que vous, entreprise innovante, même si vous n'avez pas une entreprise qui a pignon sur rue, vous pouvez valoriser, entre guillemets, votre tech, votre marque, toute la R&D que vous avez fait, voilà, tous les actifs qui sont beaucoup plus immatériels, et proposer un nantissement de fonds de commerce, finalement numérique, à la banque. Alors très honnêtement, ça ne vaut pas grand-chose. C'est encore assez nébuleux sur la façon d'aller l'exercer si demain votre entreprise est en difficulté. Donc, c'est vraiment une façon finalement de pouvoir cocher la case BPI qui veut une seconde garantie et la banque pour éviter d'aller prendre une caution. Donc, pour vous, le risque est assez minime, mais pour la banque, c'est important parce que comme ça lui permet de pouvoir prendre une autre garantie, pardon, en évitant votre caution personnelle. Sur le nantissement de marque, c'est un petit peu la même chose. Alors, il faut quand même que votre marque, donc souvent on est plutôt sur des marques B2C, parce que c'est dans ces cas-là qu'il y a une petite valeur, on va dire souvent, et il faut que votre marque ait été déposée du côté de l'INPI. Donc ça, c'est un point important. Mais dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez apporter un nantissement de marque qui, on ne va pas se mentir, la banque ne pourra pas en faire grand-chose in fine, mais qui répond encore une fois à cette injonction de la BPI de ne pas être seule garante d'un prêt. Le FEI, petit aparté dessus, donc le Fonds européen d'investissement. Alors ça, aujourd'hui, pour avoir accès à cette garantie, c'est uniquement le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a signé une convention donc, avec l'Europe pour être contre-garantie sur ses prêts innovation à hauteur de 70% par le FEI. Et là, avantage par rapport à la BPI, c'est que le FEI peut être seul garant d'un emprunt entreprise. Donc dans ces cas-là, ça permet effectivement, lorsqu'on passe sur ce type de garantie, de pouvoir éviter toutes les discussions sur du nantissement de fonds de commerce, du nantissement de marque et sur les cautions personnelles.
Donc ça, c'est un point important. Et après, on a d'autres organismes externes qui peuvent apporter une garantie. Mais très honnêtement, sur des entreprises innovantes, ils y vont assez peu. Ils sont beaucoup plus sur des entreprises traditionnelles. C'est la CAJ. Il existe aussi d'autres organismes régionaux, on va dire, ou voire même à des échelles cantonales ou autres. Mais pour vous, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la BPI pourra 100% du temps contre-garantir les prêts des banques et le FEI, donc lorsqu'on s'adresse au groupe BPCE. Et dans ces cas-là, il faut vraiment ne pas hésiter très tôt dans la discussion à exprimer votre volonté de ne pas forcément être caution sur le prêt et à proposer d'autres alternatives, surtout sur ces nantissements. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que refuser catégoriquement une caution, ça peut être vu par la banque comme le fait que vous ne croyez pas forcément à votre entreprise, etc. Alors après, c'est toujours un sujet sur la vision de comment est-ce que vous regardez votre entreprise. Mais en tout cas, pouvoir proposer tout de suite d'autres alternatives, ça restera vu d'une manière très, très positive par les banques. Sachant qu'en plus, vous n'aurez pas grand-chose à faire parce que toute cette partie prise de garantie, elle est gérée par les banques. Donc, vous arrivez avec une solution, mais au final, c'est une solution que vous n'allez même pas devoir déployer vous-même. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Et c'est vrai que là, cette partie caution perso, et pour y revenir, aujourd'hui, je pense qu'il y a même en création des boîtes qui vont pouvoir être financées sans caution perso, mais il va falloir réussir à rentrer dans cette explication. Souvent, quand on était en banque avec Xavier, il y avait toujours, c'était à peu près toujours la même rengaine, c'était de dire, moi, je ne veux pas de caution perso, aujourd'hui, je prends un risque, je ne paye pas et donc moi, je ne veux pas de caution perso. OK, j'entends, mais pour une banque, ça va être un discours qui ne va pas être assez audible, il va falloir aller plus loin. Pour vous donner quelques exemples, si vous créez la boîte avec, je sais pas, avec 500 balles de capital social et que vous allez demander 100 000 euros à une banque et que vous leur demandez et que vous voulez en plus pas de caution perso, là, ils vont être dans une situation qui va être difficile pour eux d'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la sensation que le rapport au risque est en leur défaveur. Ce qu'il va falloir justement, et même si parfois c'est juste une perception, c'est de leur montrer qu'il y a une égalité ou du moins des quotités de risques pris qui vont être un peu plus équilibrés. Pour donner un exemple, c'est simplement dire, regardez, aujourd'hui, moi j'ai peut-être mis que 500 euros de capital social, mais à côté de ça, j'ai 30 000 euros de compte courant d'associés qui sont déjà dans la structure. Donc, il y a de l'investissement qui a été fait. Vous n'allez pas encore prendre sur mon financement de 100 000 euros une caution perso de 30%, soit 30 000 euros. J'ai déjà 30 000 euros qui sont dans la boîte. Potentiellement, en plus, et ça, c'est quelque chose que BPI peut demander, c'est un blocage des comptes courants d'associés qui a une valeur toute relative, mais qui permet simplement de dire, tant que le prêt n'est pas remboursé, je ne me rembourse pas les comptes courants d'associés. Et donc, c'est vrai que là-dessus, l'essentiel, c'est de rentrer dans une négociation. Parce que souvent, au final, les banques, elles ont leur vision. L'entrepreneur, il arrive avec sa vision et comme les banques n'ont pas forcément l'habitude de négocier leurs conditions, souvent ça crée des frustrations et des frictions. Et donc, c'est là où on arrive en disant, écoutez, moi, la caution perso, je ne suis pas très chaud. Aujourd'hui, par contre, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ma marque commence à avoir une valeur. D'ailleurs, elle a été valorisée par un expert, blablabla, où j'ai vu que BPI pouvait nous financer à 70% en création. FEI, d'ailleurs, on pourrait parler du crédit coopératif. Crédit coopératif fait partie du groupe BPCE. Donc, normalement, FEI, vous pouvez y prétendre là-bas. Et donc là, tout l'intérêt, il va être là. C'est de garder un petit peu ce dialogue ouvert. Et nous, on le voit de façon plus que régulière. La plupart des boîtes qu'on accompagne sont financées sans aucune caution perso. Parce qu'on va rentrer dans cette négo pour permettre justement d'arriver à une solution de compromis qui souvent peut permettre de faire sauter cette caution perso. Donc, ne vous braquez pas. Tout l'intérêt, ça va être avant tout de réussir à trouver un terrain d'entente et objectivement, avec toutes les nombreuses garanties qu'il existe aujourd'hui, on en trouve toujours un. Ouais, Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pardon, Xavier. Non, c'est la question juste qu'on se pose qu'avec Benjamin, on a été confronté à ça. C'était effectivement, la caution personnelle, pour nous, c'est un non-sujet. C'est non, bien sûr. Maintenant, c'est très intéressant que vous abordiez le sujet parce qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir, comme on est très opposé à ça, effectivement, je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qu'on peut donner en échange comme garantie en plus du discours de oui, mais c'est nous qui prenons le risque parce qu'on ne se paye pas. Maintenant, je suis juste curieux de voir si les banques sont ouvertes au dialogue et à la négociation, ou est-ce que c'est des choses qu'elles ont tendance à imposer? Après, malheureusement, nous, Benjamin et moi, on a eu une première expérience relativement désastreuse avec la BPI, mais c'était plus une question humaine. On n'est pas tombé sur la bonne personne qui était extrêmement désagréable et un peu de choses près à raccrocher au nez.
mais parce qu'on était complètement en décalage dans notre discours. En fait, on était venu juste demander une information et la personne pensait qu'on postulait. Donc, bref, ça ne s'est pas bien passé. Mais du coup, on a été pas mal refroidi. Et justement, il y a eu la question de la garantie perso et on s'est fait un peu sauter à la gorge. Donc, du coup, on est un peu assez réticents. Ok. Pourquoi la BPI t'a parlé de garantie perso? Juste par curiosité. Non, c'était juste, en fait, elle nous a posé énormément de questions sur où on en était, ce qu'on voulait, etc. Et nous, on était vraiment en phase de réflexion. Donc, on venait vraiment juste, on avait sollicité un rendez-vous à la BPI pour avoir des infos, qui ils étaient, ce qu'ils proposaient, etc. C'était juste ça. La personne en face pensait que nous déposions un dossier. Donc, elle nous a fait pitcher, sauf qu'on n'était pas du tout prêts. Bref, je pense que, et nous, peut-être, on s'est aussi mal exprimé au moment de la prise de contact, donc ce qui a créé ce premier décalage qui s'est amplifié au fur et à mesure de la discussion. Et donc, à la fin, elle nous a dit oui, mais attendez, en plus, vous demandez des financements, vous n'avez pas de garantie perso. Bref, catastrophe. Mais là, l'eau a coulé sous les ponts et entre-temps, voilà, on s'est bien plus renseigné sur ce qu'on était en mesure de proposer. Mais voilà, ma seule question, c'est de savoir si du coup, les organismes bancaires étaient quand même ouverts à la discussion dans ces cas-là, quand on n'est pas d'accord, quand on ne souhaite pas de poser de garantie personnelle. Moi, je te répondrais oui, à partir du moment où tu n'attaques pas là-dessus. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entrepreneurs qui arrivent et avant même de nous parler de leur projet, parlent de leur garantie perso. Ça envoie forcément un signal qui n'est pas forcément le bon parce qu'on se dit, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est la boîte, ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est financer le projet. Et après, on réglera le détail tous ensemble. Donc, concentrez le discours sur le projet. À partir du moment où le banquier a envie de vous accompagner parce qu'il aime votre boîte, c'est là où vous allez pouvoir commencer à discuter des conditions, pas avant. Et je pense que c'est ça qui va être important, c'est vraiment d'avoir le bon timing par rapport à ça. Je vois qu'on a d'ailleurs une question qui vient d'arriver. Ah zut. Bon, bah, écoutez, Christophe, à bientôt. Et dans tous les cas, si tu as des questions après ça, n'hésite pas à nous solliciter. De toute façon, tu auras la presse. Une question de ma part. Yes. Vous accompagnez justement les startups sur justement un premier dossier BPI? Oui, aujourd'hui, on a cette capacité-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On vient du bancaire, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est un ancien de la BPI qui nous a rejoint. Donc, même sur un premier dossier BPI en mode bourse French Tech, c'est des choses qu'on sait faire. Et ce sera un plaisir s'il y a besoin de faire un point là-dessus. Ouais. Oui, parce que la BPI, ça semble quand même être le coup de tampon qui permet de débloquer pas mal de discussions après avec d'autres partenaires. Donc, je pense que le benchmark que vient de donner la personne d'avant est important. Si on se rate dessus, on se ferme quand même une porte qui est compliquée à réouvrir après. Le deuxième point sur les nantissements, comme moi, on est une entreprise purement digitale. Donc, on a des bouts de cloud chez GoDaddy et chez OVH, quand OVH fonctionne, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que matériellement, on a une marque qui est déposée, mais tout ça est quand même assez light. Ça peut passer sur des approches bancaires? Oui, tout à fait. Enfin, là-dessus, effectivement, ça peut passer. Et c'est notamment lorsque, c'est un peu ce qu'expliquait Joshua avant, c'est lorsque vous avez déjà sur votre projet convaincu le banquier, finalement, il va tout faire, enfin, il va faire en sorte de pouvoir trouver des solutions. Et vraiment, cette approche nantissement de fonds de commerce ou alors de marque, effectivement, on est tous d'accord, elle ne vaut pas grand-chose, mais on se rend compte aussi que souvent, les cautions ne valent pas grand-chose parce que souvent, entrepreneurs, vous avez mis beaucoup, voire tout dans la société, sachant que la résidence principale n'est pas saisissable, bien entendu, par les banques. Donc, au final, il ne vous reste rien à côté. Donc, dans ces cas-là, finalement, une discussion sur la caution, en tout cas sur la valorisation d'une caution ou sur la valorisation du fonds de commerce, on en revient quasiment au même. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quasiment inexistant. Donc, franchement, ça se fait. Il faut pouvoir en parler. Toutes les banques aujourd'hui le font. Franchement, toutes ont cette approche. Ensuite, ça va beaucoup dépendre effectivement, malgré tout, de votre investissement initial dans l'entreprise. Si vous avez apporté 500 € de capital et c'est tout, la banque effectivement pourra vous imposer entre guillemets une caution en disant, écoutez, là, les risques en tant qu'entrepreneur, finalement, vous ne les prenez pas. Enfin, en tout cas, les risques financiers sont assez faibles aujourd'hui. Si vous avez apporté 5 000 € de capital et 30 000 € de compte courant, la discussion elle est déjà très différente. Vous voyez ? Ok, voilà. Je vous remercie.
Pas de souci. Et juste pour finir sur ces garanties, il faut avoir en tête qu'il y a d'autres types de garanties qui sont possibles, mais ça, c'est plus pour des prêts croissance, etc. Notamment tout ce qui est gage sur stock. Alors, bien entendu, il faut avoir une entreprise qui ait du stock. Hein. Donc, en fait, vous allez gager une valorisation de votre stock sur un certain montant. Et comme ça, la banque pourra vous accorder un crédit. Idem sur le système des fiducies. Il manque un S. En gros, c'est des garanties qui portent sur des actifs. Mais pour les startups, effectivement, on est souvent sur des actifs immatériels. Donc, pour l'instant, cette approche, elle est encore débutante. Mais voilà, il faut savoir que plus votre entreprise va grossir, plus finalement, il y aura des solutions pour des garanties externes à apporter. On va passer au point suivant, après les garanties. Alors là, le but, c'est d'appuyer finalement sur le discours à avoir auprès des banques. Et lorsque vous rencontrez les personnes en face de vous, qui sont des banquiers, des chargés d'affaires, des directeurs de centre d'affaires ou autres, des responsables d'innovation également. Alors, ça fait un petit peu de redite, mais je pense que c'est important de pouvoir appuyer dessus. Encore une fois, il faut montrer que vous avez bien en tête la notion de rentabilité et de fonds propres, et non pas uniquement en tête la notion de croissance, qui a été beaucoup le cas de toutes les startups. Hein. Lorsqu'on voit un fonds d'investissement, souvent, on va lui parler croissance et cash burn, c'est-à-dire comment est-ce que l'argent que tu vas me fournir, je vais le cramer le plus vite possible pour pouvoir aller chercher de la croissance. La banque, c'est un peu l'inverse. C'est comment l'argent que tu vas me fournir, je vais bien l'investir pour atteindre de la rentabilité. Et regarde à côté, si je suis rentable, mes fonds propres, ils vont se consolider. Donc, vraiment axer cette discussion sur des notions qui leur tiennent à cœur et qui vont être importantes pour eux ensuite pour aller défendre votre dossier. Également, ouais. Alors, sachant que la rentabilité fonds propres, avant tout, elles vont poser la question sur un sujet qui va être important, c'est vos cash flows. Montrer que vous allez atteindre la rentabilité rapidement et montrer que vous avez des fonds propres, c'est avant tout pour rassurer la banque concernant votre capacité à avoir de l'argent tous les mois et à rembourser votre crédit. Ça peut paraître bête comme ça, mais toute la décision de crédit d'une banque, elle va se baser là-dessus. Est-ce que, oui ou non, vous allez être capable de rembourser votre crédit ? Objectivement, que vous ayez une boîte compliquée ou pas, que ce soit une startup ou pas, la banque d'un certain côté, elle s'en fout. La seule chose qui est importante pour elle, c'est que vous ayez remboursé son crédit. Donc, c'est là où clairement, dans la façon de vous positionner, la rentabilité et fonds propres, c'est les deux thèmes principaux pour permettre de rassurer une banque sur votre capacité de remboursement. Voilà, et donc là, en fait, c'est vraiment ça ce qu'a dit Joshua. C'est exactement sur le fait de présenter un plan de trésorerie mensuel détaillé sur 36 mois où la trésorerie reste positive. Malheureusement, on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et qui, au bout de genre le 13e mois, 15e mois, là, ils sont en trésorerie négative. Ça veut dire que tout simplement, il n'y aura pas assez d'argent pour rembourser la banque et pour aller payer toutes les charges de l'entreprise. Ça, c'est vraiment à bannir. Quitte à compter au 15e mois un nouvel emprunt bancaire, par exemple. En tout cas, anticiper au maximum pour montrer que le plan de trésorerie que vous allez présenter à la banque, il reste positif. Ça, c'est vraiment un point important. Et finalement, c'est extrêmement lié au fait de présenter tout un business plan, donc un prévisionnel, qui soit détaillé, qui soit précis. On va y revenir ensuite sur la fin de cet atelier, et qui fait apparaître toutes les clés calcul de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut pour la banque, c'est les rassurer, c'est leur montrer finalement que votre chiffre d'affaires, vous allez le faire assez sereinement parce que ça représente uniquement 10 clients. Je dis n'importe quoi. En gros, avec 10 clients, vous allez réaliser le niveau de chiffre d'affaires sur l'année 1. Et que ces 10 clients, ça représente uniquement 0,01% de l'ensemble du marché. Forcément, si vous présentez un business plan et puis votre projet avec du chiffre d'affaires où il faut que vous preniez 80% du marché sur l'année 1, ça va être compliqué. Donc, vraiment mettre le maximum de sens et d'explication dans votre prévisionnel, mais on y reviendra ensuite. En complément, et je pense que ça va être quelque chose d'important, dans comment leur dire et quoi leur dire, enfin comment leur dire aux banquiers, c'est vrai que ça va être aussi quelque chose d'essentiel, c'est que n'oubliez pas qu'un banquier aujourd'hui, c'est ni un ingénieur, ni un spécialiste de l'innovation, donc évitez un petit peu le jargon startup ou tech. Pourquoi ? Parce que souvent, au final, ils ne vont pas le comprendre. Et malheureusement, quand un banquier ne comprend pas, ça crée des doutes dans son esprit et va finir par dire non à votre dossier. Donc, c'est là où l'objectif, ça va être d'être capable de vulgariser un peu ce que vous faites et de l'amener sur des sujets qui vont l'intéresser. Par exemple, et on a eu l'exemple avec Benjamin et Pierre, on parle de bijoux. Clairement, les banques, ils n'aiment pas ça. Maintenant, les amener dans une réflexion où ce n'est pas juste des bijoux, c'est un positionnement qui va être RSE avec du recyclage
recyclage de pierres précieuses, ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas juste des bijoux. Donc, c'est là où clairement, dans la façon de se positionner, ça va être essentiel pour vous de travailler votre storytelling pour le rendre le plus simple et intéressant pour les banques. Faites attention à votre secteur d'activité. Je pense au textile, par exemple, mais les bijoux aussi et potentiellement même la vente d'alcool. Si la banque va vous percevoir juste comme faisant partie de ce secteur d'activité sans comprendre qu'il y a une réflexion derrière qui va un peu plus loin, ça peut potentiellement les bloquer. Pourquoi? Parce que chez certaines banques, certains codes APE sont interdits. On va dire ça comme ça. Donc, faites attention à ça. Votre code APE peut aussi vous poser des problèmes. N'hésitez pas à positionner votre discours de façon la plus large possible pour qu'on comprenne bien que vous n'êtes pas juste un détaillant en vin ou un vendeur de bijoux et que vous allez plus loin. Ça, c'est essentiel. Donc, ça rejoint aussi cet aspect quand on parle d'avoir la bonne posture. La bonne posture, ce n'est pas tant de savoir, enfin, de vous voyez le banquier, c'est plutôt d'être vraiment dans cette démarche entrepreneuriale et d'être là pour créer un partenariat avec la banque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui est un agent de banque qui n'est pas forcément à l'aise avec le financement de la création. Donc, ce qu'il va falloir, c'est réussir à lui donner envie de co-construire quelque chose et à le positionner comme un partenaire et pas simplement comme une planche à billets. Ça va être quelque chose d'important. Alors, je dis ça, évidemment, ça reste qu'un agent de banque, mais je pense qu'il va être important d'en faire un allié parce que malgré tout, un banquier aujourd'hui, surtout dans des périodes où ça peut aller mal, peut être une grande aide. Là, pour le coup, on revient encore une fois à ces histoires de PGE, mais les banques ont prouvé justement qu'elles étaient capables de faire des choses. Par contre, pour autant, c'est pour ça qu'il va falloir réussir à être dans la bonne dynamique avec les banques. Avoir la bonne posture, c'est aussi prévenir. Anticiper. Pourquoi? Parce que si à un moment, vous savez, grâce à vos prévisions financières, que d'ici 6 mois, la trésorerie, ça va être chaud, ça peut être intéressant de lui en parler tout de suite en disant, écoute, là, je pense que sur 1 ou 2 mois, ça risque d'être un peu difficile. Peut-être mettre en place un petit découvert en attendant. C'est une discussion qu'il sera toujours content d'avoir. Par contre, si cette discussion, elle a lieu le jour où vous n'avez plus de sous sur les comptes, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'il aura la sensation de ne pas avoir été du tout impliqué dans cette décision, alors que potentiellement, et pour autant, il avait capacité à vous aider. Donc, n'hésitez pas à transmettre pas mal d'informations à votre banquier. Votre banquier, aujourd'hui, ça doit faire partie des gens qui vont défendre votre projet. Et donc, pour ça, ils doivent être au courant de toutes les informations. Et enfin, et ça, c'est quelque chose d'essentiel, surtout pour un premier rendez-vous, et pour le coup, moi, ça m'est arrivé assez régulièrement dans des rendez-vous découvertes, d'être en face d'un entrepreneur qui me présentait son BP et qui ne savait pas me l'expliquer. Ça, pour le coup, il vaut mieux éviter. Je ne dis pas qu'il faut que vous connaissiez dans le détail chacune des hypothèses de votre BP, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec vos chiffres et pas à l'aise avec le fait d'expliquer la croissance de chiffre d'affaires ou la croissance de vos charges, ça va envoyer un signal qui n'est pas le bon. Donc, faites gaffe à ça, surtout si vous travaillez avec un expert comptable ou avec un conseil sur la partie rédactionnelle de votre BP. Il faut que vous soyez impliqué là-dedans parce qu'un entrepreneur qui ne connaît pas ses chiffres clés, c'est un entrepreneur dont on va se méfier et qui a de grandes chances de ne pas être financé. Et enfin, dans les erreurs à éviter, c'est vrai que là, pour le coup, ça rejoint ce que disait Julien. Sans BPI, la banque a beaucoup plus de mal à y aller. En effet, pourquoi? Parce que un banquier n'est pas un investisseur. Il va avoir beaucoup de mal c'est pas son métier de financer du capital risque. L'objectif pour la banque, ça va être de venir consolider une histoire, pas de la créer. Donc, quand vous allez chercher du financement bancaire, surtout sur une boîte innovante non rentable, l'intérêt, c'est plutôt de se dire, regarde, j'ai déjà plusieurs solutions et la banque va être une solution complémentaire ou intégrer une solution de panachage. Ça va être quelque chose d'essentiel parce que si vous arrivez en disant, OK, là, aujourd'hui, moi, je considère que la banque peut m'aider à hauteur de 100 000 balles parce que, je ne sais pas, je suis un bon client. Très bien, mais ce n'est pas forcément exactement la bonne façon d'anticiper cette demande-là parce que la banque n'ira normalement jamais seule. Donc, ayez bien cette capacité à arriver avec une demande de crédit qui s'intègre dans une demande plus globale. En plus, et je pense que ça, c'est important, qu'on parle de considérer la dette bancaire comme automatique. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui énerve tous les banquiers de façon régulière. C'est de se dire, OK, je viens de lever, je ne sais pas, 500 000 euros, donc j'ai le droit à 250 ou 500 000 euros de financement bancaire.
toujours une fois, difficile, mais on revient à des sujets qu'on a déjà abordés un peu plus tôt. La dette bancaire, elle n'est pas automatique, mais par contre, une demande de financement, à partir du moment où elle est explicitée, qu'il y a un besoin derrière, elle sera toujours entendable par une banque. Donc, c'est là où l'objectif, ce n'est pas simplement dire, écoute, j'ai besoin de 250 000 euros, j'ai plutôt besoin d'une somme d'argent pour payer ma campagne marketing, des recrutements, de la R&D. Ça s'entend. Et donc, ce n'est pas tant un montant, ce n'est pas un montant lié à votre levée, mais c'est un montant lié à vos besoins. Et ça, c'est essentiel. Toujours faire financer vos besoins et pas faire financer une opportunité. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Et enfin, ça, c'est quelque chose, mais ça, c'est plutôt dans les petits tips qui sont les nôtres. Un banquier aujourd'hui, vous devez tous le voir, il est quand même difficilement joignable avec des bonnes ou des mauvaises raisons. Donc, c'est là où, au moment où un banquier va s'intéresser à votre dossier, va commencer à vous demander des documents, va vous poser des questions, il y a un memento qu'il va falloir réussir à respecter et à anticiper. Et donc, le jour où il commence à avancer sur votre dossier, il faut être capable de lui shooter les informations, peut-être pas dans l'heure, mais dans les 24 heures. Parce que très rapidement, il va passer à autre chose et ça veut dire que vous allez perdre 2 ou 3 semaines sur le montage de dossier. Donc, n'hésitez pas à être… à accompagner ce montage, à être présent, sans avoir forcément besoin de lui écrire tous les jours, mais à avoir cette possibilité à être disponible pour lui dans les moments où il le sera, pour simplement faciliter, encore une fois, le montage de dossier et son acceptation. Parce que tout l'intérêt pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est que ces démarches-là, elles durent le moins longtemps possible pour pouvoir passer à d'autres choses ensuite et surtout vous concentrer sur votre cœur métier. Ouais, et là-dessus, juste pour compléter, c'est vrai que les banquiers, généralement, ils traitent les dossiers de financement avant 9 h le matin et après 18 h le soir, parce que sinon, en journée, ils ont tout le tout venant, on va dire, quotidien à gérer. Donc, lorsque un banquier va vous demander des éléments, va vous demander des précisions, c'est là où il faut que vous soyez impliqué et que vous répondiez rapidement. Parce que si vous loupez le coche, ça veut dire que le banquier se remettra sur vos dossiers une semaine après. Et honnêtement, une semaine après, ça reste un momentum assez court. Donc, c'est là où il faut vraiment être impliqué sur cette recherche de financement au maximum et montrer au banquier que vous avez envie. Et malheureusement, il faut quand même que vous vous inscriviez dans son tempo à lui. Ça, c'est vraiment un point important. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je suppose que c'est même plutôt des réactions. C'est que forcément, vous avez tous des relations avec des banques qui doivent être plus ou moins agréables, avec des gens qui sont plus ou moins disponibles et plus ou moins, qui vont être plus ou moins là pour accompagner votre projet. Mais justement, est-ce que là, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des blocages irrémédiables avec votre banquier? Vous sentez que c'est compliqué ou justement, vous arrivez petit à petit à développer une bonne relation avec eux? Nous, très clairement, mais vous en avez parlé, c'est le secteur. Voilà, on a été refusé 2 banques en ligne. Déjà parce qu'on voulait aller chez Conto et Shine, et ça a été hors de question lié à notre activité de métaux et pierres précieuses. Donc, c'est pour ça que le code APE, ça nous a fait rire avec Pierre, parce qu'en fait, on a perdu une semaine d'ouverture de compte juste liée à ça, en fait. Donc, voilà. Et, l'impression d'être des dealers de cocaïne, quoi. Ouais. On était dans la même liste que les vendeurs de tabac, les activités illégales, les jeux de casino. Voilà, c'était assez étonnant comme expérience. Et effectivement, là, ensuite, l'ouverture de compte au crédit coopératif, nous, pour le coup, c'est un vrai choix de notre part parce qu'on veut aller dans cette direction et on veut être accompagné par des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. Mais ce n'est pas simple. Et la banque nous l'a bien fait comprendre. Voilà, ils étaient ouverts à l'idée de travailler avec nous dans un premier temps, mais ils attendent de voir. Effectivement, ils sont frileux sur l'activité joaillerie. C'est clair. Non, mais tu vois, oui, c'est ça. C'est l'histoire de code APE. J'ai l'impression que vous allez pouvoir les dépasser. Une fois que vous êtes dans une banque, vous allez pouvoir dépasser ça. Donc, tant mieux. Félicitations d'avoir… Le but, c'est de montrer patte blanche aussi, déjà, de juste démarrer l'activité, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché compliqué. La joaillerie, ça fait peur. Le banquier, il entend le mot investissement, pierre précieuse égale investissement colossal. Donc, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a pensé un business plan, justement, qui évite cet écueil. Et pour l'instant, on a construit les choses pour éviter d'avoir besoin d'un cash flow dès le départ, justement pour commencer avec nos petits deniers. Les 6 premiers mois ont été comptés avec cet argent et quand on aura déjà vendu quelques bijoux, on aura une autre histoire à raconter et la discussion sera plus la même. Il faut faire par étapes. Super. J'ai l'impression que je n'ai pas de relation avec mon banquier. En fait, on s'est parlé pour l'ouverture de la banque.
du compte. Je pense que la dernière fois que j'ai parlé avec ma banquière, c'était il y a 6 mois. Et on n'a pas de relation, quoi. Il se passe rien du tout, en fait. Ce qui est bien, hein, parce que c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va parler, euh, en fait, il y aura eu plein de choses qui se sont passées. Il y aura eu du chiffre d'affaires, on aura éprouvé, je leur ai expliqué qu'on a des clients, que machin. Mais je- assez volontairement, je fais profil bas pour l'instant et je veux avoir des points de discussion à partir du moment où il y a un peu des points d'avancée, quoi. Tu vois. Mais je sais Ok, pas si c'est la ouais. bonne tactique, hein. Si, après, juste faire gaffe à ça parce que ça peut se retourner contre toi. Parce que si pour X ou Y raison, ça se passait moins bien que prévu et tu avais besoin de la banque plus rapidement ou simplement dire voilà, là, on va passer par une phase de turbulence. Si tu arrives et la première fois que tu commences un peu à discuter de la boîte avec la banque, ben, c'est justement dans une phase de turbulence. Ça va être un peu compliqué. Donc, parfois, ça vaut juste le coup, même sur des petites victoires. Sincèrement, un banquier, ça reste avant tout un être humain. Et donc, normalement, ses clients, il sera toujours content de savoir que ça se passe bien pour eux. Ça sera aussi un moyen pour eux de se rassurer s'ils ont dû prendre une décision qui n'était pas forcément simple. Là, encore une fois, si je pense à Benjamin et Pierre, votre chargé d'affaires, il a dû se battre et il a dû demander des autorisations auprès de cette direction pour ouvrir votre compte, ça c'est sûr. Ça sera forcément très intéressant pour lui et même agréable de se dire, tiens, ça y est, la boîte avance, ils ont fait leur première vente. C'est tout ça aussi qui va être important parce qu'à partir du moment où un banquier vous apprécie, et c'est bête à dire, mais c'est comme ça, et apprécie votre projet, il sera bien plus apte à le défendre. Et on l'a tous vu, et c'est arrivé sur à plein de nos clients. À partir du moment où ils avaient une relation qui était inexistante ou dégradée avec une banque, la banque faisait au final le strict minimum pour les accompagner. Et ça peut être très, très, très dangereux pour une entreprise. Dans ces cas-là, vous recommandez quoi? On quitte la Changer banque, de on en banque. trouve une autre? Changer de banque. Ou alors après, changer de banquier au sein de la banque, ça c'est aussi une solution. Mais si vous n'avez pas un nouveau banquier que vous connaissez déjà là-bas, vous allez juste passer pour le relou qui va se retrouver dans un autre compte et qui va être tout aussi relou. Donc, soit vous faites table rase et vous allez chercher une nouvelle banque, ce qui peut parfois être la meilleure solution et des fois la plus rapide. Soit, à partir du moment où vous avez déjà quelqu'un d'autre dans la banque qui serait capable de vous accompagner et qui apprécie votre projet, de demander un transfert de compte entre les deux agences. Est-ce que c'est Super. bon? Ouais, pardon. On continue. Ok. Et donc là, on s'est dit qu'on vous allez vous mettre aussi quelques trucs qui font partie de notre secret sauce dans la façon dont on accompagne nos clients, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des banques sont aussi en train d'évoluer sur ces sujets et commencent à être friandes de ce genre de modèle. Alors, je dis ça en région, c'est encore vrai que certaines banques reposent sur le business plan comptable, un truc en PDF complètement statique où on ne comprend au final pas grand-chose. Mais de plus en plus, surtout pour les boîtes innovantes, les banques vont vous demander autre chose. Et donc là, c'est quelque chose qui va être important pour nous et c'est ce qu'on fait pour nos clients. Lorsqu'on monte un business plan pour aller chercher du financement pour eux, on va le monter en respectant ces règles-là, ce qui permet d'y voir plus clair, ce qui permet de rassurer la banque et c'est ce qui va permettre au final de faciliter l'échange et la décision de crédit. Donc, ce qui est déjà important, et du moins ça c'est notre avis à nous, mais forcément, certains banquiers vont vous dire exactement l'inverse. Nous, on reste convaincus qu'un bon BP aujourd'hui, c'est un document Excel, un document Excel unique. Mais document Excel qui va être aussi automatisé. Ce qui va être important, c'est de pouvoir réussir à aller voir les clés de calcul de chiffre d'affaires. Elles ont été rapidement abordées dans la slide avant. Clés de calcul de chiffre d'affaires, justement, c'est ça qui va permettre aussi de comprendre aux banquiers et de ramener vos chiffres à quelque chose de concret en se disant ok, moi j'ai un marché, il y a un marché potentiel de, je sais pas, de 5 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, dans leur BP à 3 ans, ils ont prévu d'avoir 30 000 utilisateurs. 30 000 utilisateurs, on est à moins de 1%. Ok, j'entends, on est sur une croissance qui peut être pertinente. Donc, c'est là où clairement, votre BP il va être vachement important d'être automatisé parce que ça va montrer qu'il y a eu une réflexion en amont, qu'il y a eu aussi la mise en place de certaines hypothèses et donc certains choix forts qui vont permettre d'expliquer comment vous avez prévu d'avancer et en même temps de légitimer votre développement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et c'est ça qu'on n'arrivera pas à retrouver dans un BP qui va être un BP comptable, qui va être beaucoup trop statique pour permettre d'y voir quelque chose. En complément, et pour revenir sur le premier point,
point. Quand je parle d'un document unique mais détaillé, c'est vrai que souvent, et ce qui va être beaucoup plus simple, c'est d'avoir plusieurs onglets et un onglet par sujet. Un onglet pour les RH, un onglet pour la construction du chiffre d'affaires, un onglet pour les charges externes, un onglet pour les financements, un onglet justement pour la gestion des cash flows. Pourquoi? Parce que ça va permettre à un banquier d'y voir plus clair, mais au final, à n'importe qui va regarder votre BP d'y voir plus clair. Tout en prenant en considération quelque chose qui va être important, votre BP, c'est votre carte de visite pour les financiers. Nous, aujourd'hui, enfin, que ce soit Xavier ou moi, quand on reçoit des prospects, objectivement, on passe de moins en moins de temps sur les decks de présentation et de plus en plus de temps sur les BP. Pourquoi? Parce que sur un BP, aujourd'hui, normalement, on va apprendre toutes les infos dont on a besoin sur la boîte et sur le mindset de l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, comme on le disait tout à l'heure, qui a prévu de faire 10 millions de chiffres d'affaires en 18 mois et en apportant au final très peu d'informations sur sa capacité à financer sa croissance, on va se dire, OK, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est peut-être pas très, très à l'aise avec les aspects financiers. À l'inverse, quelqu'un qui aura un BP énorme, très, très, très compliqué, mais qui fera apparaître potentiellement des aberrations, dira, bah, tiens, ça, c'est un BP qui n'a pas été construit par la personne qui nous l'a envoyé. Et en même temps, bah, potentiellement, votre BP, si vous vous retrouvez avec un onglet trésorerie, mais qui est lourdement négatif, on va se dire, oh, zut, là, on est sur un positionnement où l'entrepreneur n'a pas encore les réponses à apporter pour permettre à sa boîte d'être pérenne. Donc, c'est sur tous ces sujets où il va falloir faire vraiment très attention parce que votre BP aujourd'hui, il va en dire beaucoup sur votre projet, mais il va aussi en dire beaucoup sur vous-même. Donc, c'est là où il va falloir vraiment rentrer dans le storytelling financier et de rédiger un BP avec des hypothèses qui vous semblent pertinentes, mais surtout que vous serez capable de défendre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc là, c'est là où on revient à cet onglet hypothèse qu'on va appeler la tour de contrôle de votre croissance. Pourquoi? Parce que l'onglet hypothèse qui va permettre un petit peu de faire bouger, bah là, on a pas mal de boîtes qui sont dans le digital, par exemple, avec une hypothèse de churn, pouvoir la faire évoluer à la hausse ou à la baisse, voir quel va être l'impact sur votre chiffre d'affaires, quel va être l'impact sur votre acquisition client, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'on va aussi pouvoir se rendre compte que votre modèle il est pertinent et potentiellement prudent grâce aux hypothèses que vous avez prises. Donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel pour rassurer les banques. Et d'un certain côté, c'est bien plus intéressant que juste le tampon d'un comptable, parce que le tampon d'un comptable, OK, il aura fait le business plan de la bonne façon, mais il n'aura pas la capacité de préciser réellement quelles sont les hypothèses derrière. Et là, c'est justement tout l'intérêt, c'est de montrer quelles sont les hypothèses que vous avez prises et les mettre en avant. Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans votre BP. Mettez ça en avant parce que ça va montrer votre réflexion et donc asseoir votre légitimité. En complément… pardon, excuse-moi. Non, simplement, le but avant tout, c'est de pouvoir expliquer au maximum, donner du sens à vos chiffres et faire en sorte finalement que le banquier il adhère à ces chiffres et non pas comme on l'a trop vu jusqu'à récemment avec Joshua. Vous arrivez dans une banque, le banquier il prend, il divise tout par 3 et il dit bah écoute ça ne passe pas. Ça en gros c'est non. Souvent ça arrive avec un BP comptable parce qu'on n'y comprend malheureusement pas grand chose. Alors tout est bien fait, hein. Il y a le BFR, il doit y avoir une trentaine de pages, on n'a pas besoin de ça. Le but c'est d'avoir un BP, quelques onglets, que ce soit efficace et que finalement le banquier se dise ok je suis assez à l'aise pour soit comprendre directement et aller signer le dossier, soit pouvoir l'expliquer à mon chef. Il ne faut pas oublier que la plupart des banquiers que vous avez en face de vous ne sont malheureusement pas décideurs, que c'est leur N+1, N+2, ce sont des comités de financement qui vont décider. Et dans ces cas-là, il faut que le banquier soit, lui, assez à l'aise pour aller défendre vos chiffres. Encore une fois, la banque, et ça, Joshua l'a très bien dit, le deck de présentation, c'est important, ce que vous faites, c'est important. La banque, elle va vraiment s'intéresser aux chiffres. C'est comme ça, c'est un établissement de financement. Ils sont financiers, ils vont regarder les chiffres. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est mettre du sens dans ces chiffres, pouvoir montrer que ces chiffres sont les bons et non pas que la banque aille les stresser, on va dire, d'une manière trop importante. Ou là, effectivement, si vous arrivez avec un BP qui est réaliste, que la banque divise tout par 2 ou 3, forcément, ça ne passe plus pour avoir du financement. Donc, le but, c'est de pouvoir dire, voilà, cet outil-là, il a été bien pensé. Tu peux un peu le stresser, mais finalement, ces chiffres, ils sont compréhensibles, ils sont réalisables et je veux t'embarquer avec moi pour te prouver que c'est réalisable. Et c'est là où des commentaires sur le BP, vous savez, avec Excel, on peut laisser des petits commentaires pour expliquer ce que c'est, pour que le banquier, lorsqu'il se remette sur votre dossier une semaine après le rendez-vous, il s'en souvienne, il puisse à nouveau remettre du sens et être très à l'aise lui-même rapidement sur votre BP. Et je pense que ça nous amène sur les erreurs à éviter. Justement, c'est là où avoir un BP qui soit trop
trop parfait. Bon, là, je passe directement au dernier point, mais ça fait le lien. Ce n'est pas forcément le but. Nous, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent vers nous avec un BP qui fait, et je ne mens pas, plus de 100 onglets, ou juste à s'ouvrir, ça met 10 minutes. Dès qu'on change une formule de calcul, ça prend 5 minutes à se mettre à jour. Le banquier, il n'a pas le temps. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui soit à la fois complet, mais quand même assez simple dans son utilisation. Faire 60 onglets, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait les principales informations sur vos charges, sur la construction du chiffre d'affaires, mais quelque chose qui soit vraiment trop détaillé. Ça va plus apporter du bruit qu'autre chose. Donc ça, c'est un point important. Et en prendre en compte qu'un BP, il n'est jamais parfait, mais il n'est jamais juste non plus. Votre BP, ça va être avant tout des prévisions. Donc, vous prenez des décisions, des hypothèses. Mais voilà, c'est l'art de raisonner sur des figures fausses. C'est que votre BP, il n'a pas à être juste, il ne le sera jamais. Donc, n'ayez pas peur de ça non plus. Et ça, on voit que c'est une inquiétude qu'on a chez pas mal de nos clients. C'est de se dire, oui, mais si le BP, on ne respecte pas notre BP, ils ne vont plus vouloir nous parler. Non. Un BP, c'est à un instant T, vous avez ces prévisions-là qui sont explicitées. Et donc, à partir de là, le banquier, il décide de vous accompagner ou non. Mais si l'année prochaine, vous êtes dans une situation où le BP, vous ne l'avez pas respecté ou vous l'avez même potentiellement dépassé, la question ne va pas se poser de la même façon parce qu'il se sera passé 12 mois et qu'entre-temps, vos hypothèses auront évolué. Donc, tant que ça reste pertinent au niveau des hypothèses, vous aurez cette capacité à continuer à discuter. C'est là où justement on peut rebondir sur l'aspect hypothèse et c'est pour ça qu'on dit que modifier un BP existant et que ce n'est pas forcément le bon plan. Je pense par exemple à l'exemple de Fizi. La plupart des jeunes entrepreneurs, on vous dit d'aller chercher un Fizi parce que c'est gratuit et que ça vous permet d'avoir un premier BP facilement. Le gros problème de Fizi, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de voir les informations derrière les formules. Alors, une fois qu'on connaît bien Fizi, ça peut permettre d'aller chercher l'information, mais n'oubliez pas que ce BP-là, vous allez potentiellement l'envoyer à un banquier et que le banquier, il va le lire en diagonale et donc clairement, il ne va pas prendre le temps d'aller aussi loin. Donc, Fizi, pour moi, je considère que c'est un faux ami parce que justement, ça vous met dans une situation où même si vous avez fait un travail qui est précis et qui est efficace, ne sera pas valorisé au regard de l'aspect très complexe de ce que peut être Fizi. En complément, VBA non plus, donc les macros, il ne faut pas oublier qu'en banque, les mecs travaillent encore quasiment sur Windows 98, les macros, c'est mort. Ils n'arriveront pas à les ouvrir. Donc, si vous avez fait un super beau BP, mais que les banquiers n'arrivent pas à l'ouvrir, ça serait un peu dommage. Donc, allez à l'essentiel. Il ne faut pas oublier qu'un BP, c'est de la vulgarisation. On ne va pas vous demander de valoriser au centime près votre business, mais simplement, il faut y comprendre quelque chose. Ouais. Et c'est là où Fizi également, c'est faire rentrer des ronds dans des carrés parfois. C'est-à-dire que Fizi peut être très bien adapté pour certains business models, pour certains secteurs d'activité et pas du tout pour d'autres. Et au final, parfois, on arrive à des business plans, ou même si un ami entrepreneur vous donne son propre business plan, si jamais ce n'est pas le même business model, ce ne sera pas adapté. Vous allez à ce moment-là forcer les choses et finir avec un BP qui soit incompréhensible. Donc vraiment, essayer de faire matcher votre BP à votre business model, c'est important. Parce que si vous êtes sur un logiciel SaaS ou si vous vendez du produit, ce ne sera pas du tout la même façon de penser ce BP. Également, un point, alors, ultra important, même si le BP, effectivement, il reste prospectif, donc ce qui va se passer à l'avenir, personne ne peut le dire. Par exemple, sur la partie Covid, malheureusement, personne n'avait vu ça arriver. Hein. Par contre, lorsque vous partagez un business plan, l'existant, c'est-à-dire que là, on est au mois de juin, si vous présentez votre business plan depuis le mois de janvier 2021, il ne faut pas que les chiffres jusqu'au mois de juin soient faux. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui, je suis au 30 juin, sur mon BP, c'est noté que j'ai fait 50 000 euros de chiffre en mai, 40 000 en avril, etc. Et que l'on s'aperçoit que les chiffres dans la réalité sont complètement différents, le message n'est pas le bon. Donc, un BP, il ne doit pas être dépassé, c'est-à-dire qu'il doit être à jour. Notamment, si jamais vous dites que vous avez réalisé jusqu'au 30 juin, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de chiffre, alors que vous êtes à 40 000 euros, ça va donner un premier message qui ne sera pas le bon. Alors que si vous arrivez directement avec un BP qui est à jour où vous avez fait 40 000 euros de chiffre, bizarrement, ça sera accepté beaucoup mieux. Donc vraiment, ça, c'est un point important, mettre à jour ce business plan. Et c'est là où on en revient au point d'avoir un business plan qui soit, 1, automatisé et 2, assez simple. Ça vous permet de le mettre à jour très, très facilement.
Bon, et là, comme de toute façon, on arrive vers la fin de cet échange et peut-être que vous avez encore des questions. Après, on verra s'il y a besoin. Et évidemment, si vous avez des questions à nous poser hors de ces horaires-là, vous aurez nos contacts, donc il n'y aura aucun problème pour y répondre par mail. Mais donc là, ouais, les deux derniers sujets, on en a déjà parlé. Oubliez de modéliser le BFR ou la TVA, ça va venir plomber votre solde de trésorerie dans tous les cas, qui sera complètement faux et donc qui créera du doute. Et enfin, négliger la mise en page. Bon, là, on est plus sur du détail, mais c'est vrai que là, et c'est plus notre avis à nous, comme on voit des dizaines de BP par semaine, un BP qui a été joliment mis en page, ça envoie toujours un signal un petit peu, très intéressant. Et encore une fois, ça revient à cet aspect carte de visite parce que ça montre qu'au-delà du fond, il y a eu aussi un travail sur la forme et qu'on est sur un BP qui est mature, qui a été travaillé, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, mais ça envoie un signal qui est plutôt positif. Donc voilà, je pense que là, tout l'objectif, c'est de balayer un petit peu tous les sujets. Tout l'intérêt aussi de ce premier échange, c'était de créer un peu du lien avec vous. Donc n'hésitez pas à un moment ou à un autre, si vous avez des questions, à nous contacter. On reste disponible et tout l'objectif, justement, c'est d'avoir cette capacité à vous apporter des réponses en rapport avec les sujets de financement non dilutifs, quels qu'ils puissent être, parce que normalement, si on n'a pas les réponses en interne, on aura dans nos réseaux de quoi vous trouver la bonne personne pour vous accompagner. Donc, merci à vous pour le temps que vous venez de nous consacrer. Merci à vous pour l'écoute attentive. J'ai senti que ça avait l'air d'intéresser. Et nous, on est toujours content de passer du temps justement avec des jeunes entrepreneurs parce qu'on reste convaincu aujourd'hui que c'est l'une des façons de réussir à réinventer sa vie professionnelle. Et donc, courage et félicitations à vous pour une raison simple, c'est que, et on le sait, des entrepreneurs qui, dès les premiers stades de leur activité, recherchent de l'information, parlent avec des experts, ne se considèrent pas dès le départ tout savoir. C'est des entrepreneurs qui ont beaucoup plus de chances de réussir. Et on le voit, la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne qui ont fait face à de superbes succès sont des entrepreneurs qui très tôt ont su s'accompagner, ont su se faire accompagner et ont su s'entourer. Donc, félicitations à vous tous parce que je pense que vous êtes dans la bonne dynamique.